Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis un peu malade donc désolée d'avance si je parle avec le nez. Mais voilà, je suis un peu enrhumée, sinusite, tout ça. Je suis en tenue de sport aussi parce qu'on va aller au tennis après. Enfin bref, là on est samedi, la vidéo sort demain donc j'ai pas trop le temps de m'apprêter. Mais je tenais quand même à te faire mes favoris du mois de septembre puisqu'on est à la fin du mois et que j'ai des petites choses à te montrer et dont je voudrais te parler. Donc on va commencer tout de suite par le tome 2 de Vernon Subutex de Virginie Despentes. J'ai beaucoup aimé ce tome. C'est vrai que dans celui-ci, tout s'accélère finalement. On a vraiment beaucoup plus d'action que dans le premier. Et tout ce qui a été vu dans le premier se poursuit et s'éclaircit également. Donc c'est vraiment un tome que j'ai dévoré rapidement. Là, j'ai commencé le tome 3 et j'avoue que j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans parce que, comme je te le disais dans mon weekly vlog de la semaine dernière, je trouve que le tome 2 s'achève bien. Enfin, on a vraiment une fin qui pourrait finalement clôturer presque la saga. Même s'il y a encore des choses qui restent à élucider et je comprends pourquoi il y a un tome 3. J'ai encore des attentes. Mais malgré tout, je trouve que le tome 2, ça s'achève vraiment d'une manière assez nette. Du coup, ça en fait vraiment un roman limite entier. Même si forcément, sans le tome 1, c'est quand même compliqué de comprendre tout ce qui s'y passe. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc je suis encore dans cette saga pour l'instant. Je te tiendrai au courant une fois que j'aurai lu le tome 3 pour qu'on puisse clôturer vraiment cette série. Mais je pense que le tome 3, je vais le finir au mois d'octobre, donc on pourra en reparler dans un mois. J'ai trop hâte. Et une fois que j'aurai fini, on passera à d'autres romans et à d'autres autrices, je pense. Mon deuxième favori, ça va être de la nourriture cette fois-ci. Et pareil, c'est quelque chose qu'on a découvert ensemble dans le weekly vlog de dimanche dernier. Et il s'agit forcément du Nutella plant-based. Ça serait hypocrite de ma part de ne pas le mettre dans les favoris parce que vraiment j'adore ce produit. C'est littéralement comme le Nutella classique. Sauf qu'on n'a pas de lait et on n'a pas d'aliments d'origine animale. On a un peu de pois chiches dans celui-ci. Bon après, ça reste une pâte à tartiner et moi je pars du principe que les pâtes à tartiner c'est fait pour se faire plaisir et c'est sûr pour moi je vais pas chercher une pâte à tartiner qui soit pas sucrée, qui soit bonne pour la santé ou quoi. Enfin, le principe d'une pâte à tartiner c'est de se faire plaisir et de manger quelque chose de gras, de sucré, enfin de toutes les caractéristiques qu'on connaît des pâtes à tartiner. Et je trouve que Ferrero a fait quand même très fort en proposant ce produit plant-based et que je souligne l'effort quand même d'un grand groupe comme Ferrero à enfin proposer des alternatives véganes dans leur gamme de produits. En fait, c'est quand même trop chouette. Donc vraiment, je voulais quand même le mettre là encore une fois parce que gustativement c'est quand même incroyable, c'est quand même vraiment trop bon. Et je sais pas, je trouve que c'est important de le souligner. Même si évidemment Ferrero c'est un grand groupe et que ce Nutella contient toujours de l'huile de palme, contient toujours du sucre en abondance. Mais encore une fois, j'ai pas envie de les critiquer sur le sucre et la charge calorique de ce produit parce qu'on sait que c'est gras, enfin, c'est une pâte à tartiner, c'est le principe même. Mais c'est vrai que pour l'huile de palme, évidemment, j'aurais aimé qu'ils fassent un effort et qu'ils changent cet ingrédient par un autre qui ait moins d'impact environnemental que l'huile de palme. Mais c'est toujours pas le cas, malheureusement, parce que Ferrero reste un groupe et donc une entreprise qui veut faire du bénéfice et qui utilisent forcément des produits les moins chers du marché pour faire leurs produits, etc. Donc voilà, c'est vraiment le point noir de ce produit, on va pas se mentir. Mais au-delà de ça, franchement, quelle réussite. Je suis trop contente de trouver ça dans les rayons de manière hyper facile aujourd'hui. Après, c'est cher aussi quand même sur le prix, ils ont été quand même un peu optimistes, on va dire. Parce que la Nutella, c'est cher aussi, mais au final, je pense qu'au kilo, ça se rejoint. Et donc voilà, c'est un peu dommage que ça soit aussi cher, surtout que c'est plus cher que le Nutella classique. Donc ça pareil, c'est quand même un petit point noir. Voilà, ils jouent sur la vague vegan et tout pour augmenter les prix, donc c'est regrettable. Mais malgré tout, gustativement, quelle réussite. Vraiment, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir testé. Encore une fois, c'est pas un produit que je vais acheter toutes les semaines. C'est vraiment pas quelque chose que je vais avoir de manière constante dans mes placards. Mais maintenant, je sais que ça existe et je sais que si j'ai envie de Nutella pour des crêpes notamment, c'est vraiment souvent pour ce genre de préparation que j'en achète, et je me tournerai vers la gamme vegan plutôt que la gamme classique. Donc c'est toujours ça de prix, voilà. Donc le Nutella, vraiment, trop bonne découverte, je suis trop contente. En troisième favori, on va retourner en littérature puisqu'il s'agit du livre de Ovidie, Assise debout couchée, qui est un essai un peu philosophique, on peut dire,
puisqu'en fait l'autrice va s'intéresser au rapport entre la femme et le chien, et comment dans l'histoire finalement ces deux entités, la femme et le chien, ont été domestiquées par l'homme, ont été réduits au foyer, et comment le chien a pu aider la femme à s'émanciper. Enfin voilà, on a toute une réflexion sur le rapport entre la femme et le chien, et sur un peu l'histoire finalement du chien et de la femme, et comment finalement ces histoires sont quand même relativement conjointes. C'est très intéressant, c'est un livre qui est quand même très facile à lire, très accessible. Voilà, c'est un essai philosophique mais qui ne va pas non plus demander un effort intellectuel non plus conséquent, donc c'est vraiment accessible à tous pour moi. Et ce qui en fait que c'est tout aussi agréable comme ça. J'ai découvert ce livre parce que j'ai un collègue qui en a fait une critique dans une revue littéraire, donc trop contente d'être tombée dessus, et il m'a vraiment convaincue, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je regrette vraiment pas, finalement c'était marrant parce que j'avais jamais fait ce lien entre l'histoire du chien et l'histoire de la femme. Et c'est vrai que plus on avance dans le livre et plus on se rend compte que ouais, en fait il y a quelque chose qui se tient, et on a quand même avancé ensemble en fait, que ce soit dans les luttes sociales et tout, le chien et la femme c'est quand même assez conjoint encore une fois, donc c'était assez intéressant. Et en plus Ovidie, elle, pour vulgariser un peu ce propos-là, plus historique et même sociétal, elle va vraiment s'appuyer sur ses propres relations qu'elle a eues avec ses chiens. Donc on a aussi tout ce qui est une relation entre une maîtresse et son chien, et on a notamment le deuil quand on perd un chien, etc. Il y a un des chapitres dédiés à ce sujet qui est très intense émotionnellement. Mais c'est vrai que c'était très beau à lire. Et encore une fois, ça a ouvert vraiment un champ de réflexion auquel je m'étais jusqu'à présent pas intéressée, et que je n'avais même pas en fait connaissance finalement. Donc très contente de cette découverte. Je te conseille vivement si les luttes féministes t'intéressent, et si t'es aussi sensible à la cause animale. Et elle le dit dans son livre justement, souvent c'est corrélé, et moi elle l'explique pourquoi. Vraiment je te conseille vivement de jeter un œil à ce livre, parce que ça vaut vraiment le détour. Et Ovidie, moi c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup soutenir son travail. J'ai regardé pas mal de reportages qu'elle a produits, notamment sur Arte. Il y avait eu un reportage, je crois, qui s'appelait Tu enfanteras dans la douleur ma fille, si je me trompe pas. Et c'était pareil, un reportage sur les violences gynécologiques, obstétricales, et un reportage tellement fort et voilà, qui marque quand même, je pense, qui a marqué beaucoup de téléspectatrices à mon avis. Donc voilà, donc Ovidie quand même, ça amène des combats qui sont hyper intéressants, hyper dans l'air du temps. Et pareil, elle donne quand même des petites ressources bibliographiques. Donc si tu veux t'intéresser davantage sur ce sujet, en fait t'as aussi les moyens qui te sont donnés avec ce livre. Parce que faut pas non plus s'attendre à un roman, enfin à un ouvrage très étayé d'un point de vue scientifique, on va dire. Mais au moins ça permet de ne pas en faire un recueil barbant et lourd à lire et compliqué et inaccessible. Mais elle te donne quand même quelques pistes de réflexion et quelques auteurs, voilà, que tu peux suivre et auxquels tu peux te référer à leurs articles, etc. sur le sujet. Donc c'est vraiment bien fait, c'est intelligible, c'est quelque chose que voilà, j'ai découvert, qui m'a fait plaisir de découvrir. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, franchement, fonce, tu seras pas déçu je pense. Et on arrive déjà à mon dernier favori, ça va être un film cette fois-ci, puisqu'avec Monsieur Chop Chop on a regardé Bohemian Rhapsody, qui est maintenant disponible sur Netflix. J'ai beaucoup aimé ce film, même si je dois avouer que j'ai pas été forcément prise dans l'émotion du film. Voilà, j'ai pas pleuré ou quoi, alors que à la fin c'est quand même assez prenant. J'ai trouvé qu'il y avait pas des erreurs, mais des choses qui ont été traitées trop rapidement, ou qui ont été ou au contraire d'autres qui étaient mises trop en avant, et je voyais pas trop l'intérêt. Donc voilà, peut-être un problème de rythme je pense dans ce film là, mais malgré tout, j'ai pensé les jours d'après, c'est vrai que je revenais souvent, ça revenait quand même souvent dans ma tête, le film et tout en lui-même. Donc je sais que c'est un film qui m'a plu, j'ai vraiment passé un bon moment à le regarder. Mais j'ai trouvé que ouais, il y avait certains aspects qui sont, je pense, fidèles à la réalité, parce que c'était dans les années 80, donc c'est sûr que voilà. Sans spoiler personne, je pense. Freddie Mercury, donc, qui est le chanteur du groupe Queen, était homosexuel ou bisexuel,
et a été contaminé par le VIH et est décédé de ce virus. Et c'est vrai que il voulait pas en parler en fait publiquement, et ça c'est une réalité. Et du coup dans le film il retrace vraiment cet aspect-là au final qui est pas trop mis en avant, parce que dans la réalité le chanteur lui-même ne voulait pas le mettre en avant. Mais je sais pas, sur l'aspect aussi du groupe en lui-même, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de pris parti quand même sur cette espèce d'aura de génie incompris autour de Freddie Mercury. Et c'est vrai que c'est une notion avec laquelle je suis un peu mal à l'aise, on va dire. Voilà. Mais après, je pense que c'était une réalité, c'était un ovni cet homme, et évidemment, c'était l'étoile du groupe. Mais bon, je trouvais que les autres personnages sont quand même bien mis en avant, mais à mon avis, on aurait encore pu... je pense qu'ils ont déjà toute leur vie été dans l'ombre en fait de Freddie Mercury, que là, je trouvais que c'était l'occasion de faire un film sur ce groupe pour essayer de leur rendre aussi hommage, parce que c'était un groupe en fait, donc ça pouvait pas fonctionner sans l'un des 4 ou des 5 musiciens, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'était des petites choses que j'ai relevées. Et après forcément ils se sont attardés sur les grands classiques du groupe, donc tous les morceaux qui sont connus de manière internationale. Ils parlent quand même aussi de un peu tous les démons de Freddie Mercury, sur le fait qu'il reconnaissait pas forcément ses origines. Donc voilà, donc en vrai j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à plonger dans le film de manière à me détacher complètement d'un regard critique sur la manière dont la biographie a été traitée. Mais franchement, c'était cool. J'ai forcément, avec la musique et tout, des fois ça pouvait aussi partir un peu en comédie musicale. Et c'est vrai que ça c'est pareil, mais c'est très personnel. Je suis pas du tout fan de comédie musicale. C'est pas du tout mon registre. Mais en vrai, c'était quand même très bien traité et c'était vivant. Enfin voilà, on voit vraiment pas le temps passer. Donc les personnages jouent absolument tous incroyablement bien. Voilà, les acteurs sont trop forts. Et ça, on peut que le souligner. Les décors, les vêtements. Enfin voilà, on est vraiment dans l'ambiance des années 70-80. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et très appréciable également. Et voilà, c'est pas non plus, je pense, le film de l'année pour moi, même si clairement il n'est pas sorti cette année, hein, ça fait déjà un petit moment. Mais voilà, ça n'a pas non plus été transcendant, mais je sais que j'ai vu une belle œuvre malgré tout. Voilà, donc je voulais quand même te le souligner. Toi aussi, t'as envie de le regarder et que t'hésites, je te conseille quand même de le regarder parce qu'on passe vraiment un bon moment. Mais voilà, vas-y peut-être sans trop d'a priori et c'est juste de profiter des décors, des acteurs et de pas trop se focaliser sur les petits défauts qu'il pourrait y avoir. Voilà pour moi, je crois qu'on a fait le tour de ses favoris. Je pense que la vidéo va être assez courte, je suis désolée, mais voilà, comme tu vois cette semaine je n'étais pas en état de filmer davantage. Et puis ce mois-ci j'ai pas fait non plus de grandes découvertes, on va dire. Donc je t'ai vraiment montré les petites choses qui m'ont marqué ce mois. Et je te dis du coup à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Salut!